Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors ce mois-ci, la hackeuse qui illustre cette vidéo, c'est Sydney, qui a pour pseudo Just a Queen. Et Sydney, elle a publié sur son site, dont je mettrai le lien sous la vidéo, des write-ups sur le dernier CTF de Hack the Box. Et il y a notamment le challenge Trial by Fire qui va nous intéresser, puisque c'est l'exploitation d'une SSTI. Et ce mois-ci, spoil, on va pawner une machine Hack the Box en utilisant une SSTI. Cette machine, elle s'appelle Late en anglais, Latte en français, ou Latte. Et elle est intéressante, je trouve, parce que elle rappelle que parfois l'entrée utilisateur est manipulée par le serveur et qu'il faut prendre en compte cette manipulation pour le hacker. Mais avant d'entamer le hack de cette machine, comme chaque mois il y a une petite minute frime, ce mois-ci elle est assez rapide puisqu'elle est proche du mois dernier. C'est simplement le mois dernier j'étais passé 13e mondial sur Witchal, et bien ce mois-ci je suis passé 12e mondial sur ce site qui agrège les scores de RootMe, Hack the Box et d'un paquet de sites de challenge de hacking. Également, comme chaque mois, on a une minute, enfin à peu près, on a une minute relou. Donc je rappelle, le minute relou, c'est un sujet qui fait râler quand on est dans le monde du hacking. Et ce mois-ci, c'est un sujet qui revient tous les X temps. Donc, encore une fois, la droite a tenté de mettre des portes dérobées dans les messageries chiffrées. Donc traduction, mettre des backdoors dans WhatsApp, Signal et compagnie. Pour lutter contre le narcotrafic. Donc ça fait des années que le monde de la cybersécurité remonte le fait que c'est une mauvaise idée, et pas par des gens inconnus du gouvernement, puisqu'il y a même l'ancien directeur de l'ANSSI, Guillaume Poupard, qui avait indiqué qu'il est techniquement impossible d'assurer que ce dispositif ne bénéficiera qu'aux personnes autorisées. Heureusement, l'Assemblée nationale a voté pour le maintien de la confidentialité des messageries chiffrées. Lors d'une nuit agitée, vous pourrez lire l'article que je mettrai sous la vidéo. Donc une fois de plus, on a échappé à cette mauvaise idée, qui reviendra sûrement dans quelques années. Dans les arguments par contre qui sont intéressants, parce que c'est toujours les mêmes, on a l'impression de toujours répéter la même chose, mais il y en a des nouveaux qui sont apparus, notamment dans cet article d'un chercheur en cybersécurité de l'université de Cambridge. Donc cet article qui utilise des arguments féministes. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre le féminisme et le chiffrement des messageries. Eh bien parce que souvent un des arguments de ceux qui veulent mettre des backdoors, c'est de dire que ça permettrait de lutter contre la pédocriminalité. La pédocriminalité étant l'un des combats féministes. Du coup, cet article, il donne un certain nombre d'arguments qui permettent de voir que les féministes sont plutôt pour le chiffrement et la vie privée. N'hésitez pas à lire l'article en anglais, là je vais le synthétiser rapidement en français, et le lien est évidemment sous la vidéo. Donc, dans les arguments, il y a ce qui bloque surtout les investigations contre la pédocriminalité, c'est le manque de moyens, que ce soit en France ou au UK, en Angleterre. Les tribunaux croulent sous les dossiers, il y a une quantité colossale de violences contre les femmes et les enfants qui sont signalées à la police et qui sont classées sans suite par manque de moyens. Donc il faudrait peut-être regarder le manque de moyens avant de partir sur autre chose. Ensuite, si on prend les cyberharcèlements, la plupart des cyberharceleurs utilisent leur vrai compte sans OPSEC, donc il suffit que les GAFAM soient coopératives, et en 30 secondes on a l'identité de la personne qui cyberharcèle. L'argument suivant, c'est que les violences sexuelles sont peu signalées, souvent parce que les victimes ne font pas confiance à la police ou ne souhaitent pas être forcées de revivre les événements devant un tribunal, parce que je rappelle que quand on porte plainte, on doit raconter son histoire un paquet de fois devant plein de gens différents. Moi j'ai des amis qui n'ont pas porté plainte à cause de ça. Ce n'est qu'un autre exemple de remplacement du comportement de contrôle et d'abus des mauvais hommes par la surveillance et le contrôle des femmes et des enfants par les services de police et de sécurité. Sachant qu'en plus la police a des problèmes de misogynie, ça va pas renforcer la confiance des femmes envers la police.
Un autre argument, c'est que la backdoor dans les messageries est particulièrement susceptible de nuire aux femmes et aux enfants les plus vulnérables de la société, qui sont généralement d'ailleurs la cible des forces policières plutôt que protégées par la police. Et ça diminuera encore la confiance à l'égard de la police par les groupes qui ont déjà peu confiance en elle et qui sont les moins susceptibles de signaler lorsqu'ils sont victimes de violences. Enfin, le dernier argument et non des moindres, c'est le fait que certaines des batailles naissantes de l'activisme féminisme sous Trump 2.0, donc là on part de l'autre côté de l'Atlantique, vont nécessiter des outils de confidentialité solides, puisqu'elles ont des revendications fortes, notamment tout ce qui est accès à l'avortement, puisque l'IVG est remise en cause aux États-Unis. Et donc les activistes qui communiquent et s'organisent à travers ces outils ont besoin d'être sûrs qu'ils ne sont pas écoutés par l'administration Trump. Et on a aussi tout ce qui est pour les droits juridiques et procéduraux plus larges, tels que le droit des survivantes de violences sexuelles de ne pas être nommées publiquement. Pareil, ce besoin du privé est fort, et si une backdoor est mise dans ces outils, elles ne pourront pas avoir accès à ce droit. Voilà pour la minute relou de ce mois-ci. J'espère qu'on n'en parlera plus, mais j'ai peur que ça revienne dans X années. Et on passe à donc le hack de la machine latte. Donc n'hésitez pas à prendre un café latte ou même un thé si vous préférez. Et c'est parti pour le hack de cette machine. Comme toujours, quand on hack une machine, la première chose à faire, c'est d'identifier quels sont les ports TCP/UDP ouverts sur cette machine, en gros les services présents et exposés sur Internet en général, ou sur le réseau si vous êtes sur un réseau privé. Donc j'ai déjà fait le scan Nmap en amont. Il y a deux ports ouverts assez classiques, le SSH port 22 et le HTTP port 80. On va donc entamer avec le port HTTP, puisque comme à chaque fois, c'est lui qui est plus intéressant. Je vais donc lancer Firefox, puisque c'est du web. Et on tombe sur un site assez sobre. Dessus on a un lien ici qui renvoie sur image-latte.htb. Donc j'ai déjà mis dans DC host ce nouveau sous-domaine. Il est là, donc on est bon, donc ça me permet de cliquer sur le lien et d'accéder à ce convertisseur d'image en texte. Donc on a un premier indice ici, WizFlask, qui permet de voir que ça a été probablement fait avec le framework Flask. N'hésitez pas à chercher le hashtag Flask sur la chaîne Acksize pour voir dans quelle vidéo on a déjà parlé de ce sujet. Ensuite, donc on peut, comme on peut le voir, il y a un bouton browse, donc on peut envoyer une image. Et a priori, vu que c'est un convertisseur d'image en texte, il vaut mieux envoyer une image qui contient du texte. Donc le fait de convertir des images en texte, de convertir des images en texte, pour rappel, ça s'appelle de l'OCR, Optical Character Recognition, en français donc reconnaissance optique de caractère. Et on ne sait pas, mais c'est probable que c'est Tesseract qui tourne derrière, Tesseract qui est donc un logiciel open source qui permet de faire de l'OCR, et qui est sous licence Apache. Mais je suis pas sûr que ça va nous servir pour compromettre cette machine. À ce moment-là, comme on peut le voir, d'ailleurs si je reviens sur le nom de la machine sur Hack the Box, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont compromis la machine, qui ont estimé qu'elle n'était pas si facile, voire médium. Et je pense que l'explication c'est à ce moment-là, parce qu'ici on peut passer pas mal de temps à essayer de compromettre le serveur avec des attaques sur l'upload. Typiquement le classique c'est d'envoyer une image qui contient une charge utile permettant d'exécuter du code en PHP avec un web shell. Donc, tout ça ne va pas fonctionner sur cette cible,
Et l'astuce à laquelle, enfin la technique à laquelle il faut penser, c'est justement, comme je le disais en introduction de la vidéo, le fait que l'image est traitée. Donc regardons déjà ce qui se passe quand on envoie une image avec du texte. Donc ce que je vais faire, comme je suis un flemmard, je vais faire une capture d'écran du texte, hein, donc pas typiquement là du scan and map, un petit bout, pas la peine de mettre tout le texte, et je vais envoyer ça sur la cible. Donc ici j'ai mis une image qui s'appelle 0.jpg, si j'affiche le contenu de l'image, on voit que c'est simplement une capture d'écran de cette ligne là, et j'envoie cette capture d'écran sur le convertisseur image-texte. Donc je vais juste copier-coller le chemin, ça ira plus vite quand je vais faire browse. Pour aller dans... Ah bah je suis dans le bon répertoire direct, c'est parfait. Donc là j'envoie l'image 0, il me renvoie un résultat en TXT, en fichier à télécharger, donc parfait, je regarde ce résultat et je vois qu'il a simplement lu mon image en rajoutant la balise P HTML devant et derrière. Ok, donc on est bien sur de l'OCR, parfait. Du coup ici on a plusieurs pistes, hein. Ça peut être par exemple, si on pense au fait que l'image est traitée et ensuite ça devient du texte, on peut se dire, et c'est là que on peut perdre du temps en ne pensant pas à ça, on peut se dire que le texte est ensuite utilisé dans autre chose. Peut-être genre dans une commande, donc il pourrait y avoir l'injection de commande, ou peut-être qu'il y a, un template utilisé, hein, et que dans ce template, potentiellement, on peut faire de l'injection. Donc pour rappel, si je vais sur le Swiski repo, ici, on a un beau schéma qui permet de voir quelles sont les charges utiles qui permettent d'identifier quel est le moteur de template utilisé. Donc ici on est avec Flask, donc c'est du Python, et donc le moteur de template c'est Jinja 2. Donc on va utiliser la payload ici, là, cette fois 7, pour voir si l'injection de template existe. Donc je fais une image, je tape sur un éditeur de texte la payload, et après je prends une capture d'écran de ça, ce qui nous donne ici une image qui s'appelle 1.png. Si je l'affiche, elle contient bien la payload, format image. Je l'envoie sur le convertisseur, il me répond avec un résultat, j'écrase le précédent, et je l'affiche. Et il me répond par 49. Donc là, on envoie 7 x 7 et il répond 49, donc c'est bien interprété. Et donc, l'injection est valide, fonctionne. Donc maintenant, on va utiliser une payload un peu plus utile d'un point de vue compromission. Donc si je regarde sur le même site, toujours sur Swiski repo, donc là tout à l'heure j'étais ici, sur non c'est pas celui-là, si c'est ça, j'étais sur ce schéma, et donc là on voit qu'il y a différentes charges utiles pour les différents langages. Donc je vais sur Python, et dans Jinja 2 on voit différentes payloads. Donc il y en a probablement un paquet qui passe, j'avoue qu'à l'époque j'avais utilisé celle-là, je sais plus exactement si j'avais testé les autres qui marchaient pas ou si j'étais parti direct sur celle-là. Mais en tout cas du coup je vais prendre ce texte, je vais prendre une capture d'écran de ce texte et je vais le mettre dans une image qui s'appelle 2.png. Ici 2.png, on voit bien cette charge utile que j'envoie donc sur le convertisseur.
ça me renvoie un résultat, j'écrase le précédent et que j'affiche le résultat. Parfait, on a bien le contenu du fichier etc_passwd. Donc on a bien pu lire un fichier, hein, donc la charge utile ici qui permet de lire un fichier a fonctionné. Du coup là j'ai fait mon flemmard, il y a d'autres techniques, on pourrait tenter de faire un reverse shell pour prendre le contrôle, mais une des techniques qui est potentiellement plus rapide et qui permet d'utiliser la même charge utile, c'est le fait que si on affiche le fichier etc_passwd qu'on vient de liker, et qu'on affiche toutes les lignes qui terminent par sh, et qui sont donc les lignes qui ont un bash associé à un compte utilisateur, on voit qu'il n'y en a que deux, root et svc acc. J'imagine que svc acc, c'est écrit là, c'est service compte. Donc peut-être qu'il y a dans le répertoire par défaut des clés SSH une clé qui tourne sur ce compte. Puisque pour rappel, on a bien accès au SSH, donc si le service compte a un bash associé et qu'il a une clé SSH dans son répertoire par défaut, et bien, répertoire par défaut, c'est-à-dire home svcacc.ssh, et bien on pourra peut-être utiliser cette clé pour compromettre, pour avoir un accès avec ce compte de service sur la cible. Donc je mets une image qui ce coup-ci au lieu de je fais un zoom, au lieu d'afficher etc_passwd, j'affiche donc dans le répertoire home du compte de service le .ssh et le fichier qui par défaut, enfin en tout cas c'est le nom par défaut, id_rsa. Donc ça c'est une tentative, on va dire pour gagner du temps, hein. Il est probable que ça passe pas, enfin il y a plein de raisons qui pourraient faire que ça marche pas, mais normalement elle va marcher sur cette cible et ça permettra de gagner du temps plutôt que de s'embêter à faire une charge utile avec un reverse shell. Donc là j'ai écrasé le résultat et je vois que j'ai bien récupéré une clé privée RSA. Donc je modifie ce fichier pour virer la balise HTML, enfin les balises HTML, bim. Je mets du chmod 600 hein, parce que je rappelle sinon SSH râle pour utiliser une clé qui n'est pas sécurisée en termes de droit d'accès. Et donc maintenant que j'ai dans le fichier result.txt une clé SSH, et bien je vais pouvoir utiliser cette clé SSH. Donc je vais faire ssh-i result.txt, le nom du compte service account @lad.htb. Ça marche, donc avec la clé j'ai pas besoin de taper un mot de passe, je suis directement connecté en tant que service compte et j'ai bien le premier flag, le flag utilisateur. Donc j'ai compromis l'accès utilisateur à cette machine Linux sur laquelle tournait l'application web. Si on regarde le fichier, la cible, hein, je rappelle que la cible sur Axebox est d'afficher le fichier root.txt qui est dans le répertoire racine de l'utilisateur root. Et bien on ne peut pas, puisqu'on n'a pas les droits, on est uniquement avec les droits du compte de service. Ok, du coup on va à présent utiliser l'InPIS, on l'a utilisé plein de fois, donc je vais pas. N'hésitez pas à faire une recherche sur la chaîne Acksize pour identifier sur quelle machine on a déjà utilisé InPIS. Donc je le récupère sur GitHub dans PIS-ng. J'ai le copier-coller qui marche plus, hein, c'est pour ça que je tape la commande. La flemme de chercher pourquoi le copier-coller ne marche plus.
Et donc je mets en sortie le fichier linpiece.sh dans mon répertoire courant. Parfait, il est là. Donc maintenant que je l'ai téléchargé depuis internet sur ma machine attaquante, eh bien je vais l'envoyer sur la machine cible. Donc pour cela je vais me créer un répertoire en dev SHM, qui est donc la mémoire swap sur le serveur Linux, qui ça permet d'éviter d'écrire sur le disque dur. Je crée un répertoire .lisbet et dans ce répertoire, pour que ce soit un répertoire caché, et s'il fait un ls, si la personne de la Blue Team fait un ls, ou l'administrateur ou l'administratrice du serveur fait un ls classique, elle verra pas le répertoire, mais si elle affiche avec un ls-l ou -a, elle verra bien le répertoire, donc c'est pas non plus magique. Mais ça permet d'un peu moins laisser de traces sur le serveur. Et donc maintenant que j'ai fait ça, je vais transférer, toujours avec la clé résulte, qui me permet de faire des transferts de fichiers en SSH, avec la commande scp, le fichier linpiece vers svc .htp dans le répertoire de shm.lisbet. Parfait, donc le fichier est maintenant ici. Bon, je pourrais le mettre mode PGX, mais en vrai il n'y a pas besoin puisqu'on va faire un bash. Et voilà, donc classique, je lance linpiece qui recherche des méthodes d'élévation de privilèges sur ce serveur Linux. Pendant qu'il tourne, une petite anecdote, là je me suis fait avoir récemment parce que j'avais utilisé donc linpiece sur une cible, et lors de ma rédaction de rapport sur mon poste entreprise, j'avais copié le fichier linpiece avec les autres fichiers preuves, et le linpiece, même si c'est pour Linux, sur Windows ça sonne, il y a une règle antivirus qui fait sonner pour dire attention, il y a un fichier malveillant qui est présent. Donc attention à ne pas copier linpiece sur une machine Windows avec un antivirus activé dans le monde professionnel. Sinon, il y a le SOC qui va râler. Alors là, du coup, on voit pas mal de choses en rouge, donc il faut les analyser une par une. Donc ça, on trouve assez vite la bonne piste, puisqu'il y a plusieurs... on va dire catégories dans linpiece qui remontent la problématique. On a, si je reviens au début du résultat de linpiece, c'est au début des choses. Et là, alors si on descend, donc là on a passe où il dit 95%. Ouais, je sais pas pourquoi il dit ça, parce que là en fait c'est juste pour faire des mouvements latéraux. Enfin bref, donc je descends, tac tac tac, là il y a des choses pas intéressantes, là faudrait tester, mais c'est peu probable. Cloud, container, process, system path, des tâches planifiées, système timer, tac tac tac, il y a des choses à creuser, Linux socket. En soi, on prend bêtement toutes les choses à creuser une par une, jusqu'à tomber sur celle qui permet, jusqu'à soit pas trouver de piste qui fonctionne, soit trouver une piste qui marche. Et ici, la piste qui va marcher, c'est... pas. Il retrouve la clé SSH qu'on a utilisée.
ici il y a la bonne piste, donc là c'est les fichiers dans lesquels on peut écrire intéressant selon lui, et donc il met bien en rouge un fichier ici, SSH alert. Donc c'est le premier, on peut le trouver comme ça, ou sinon on peut l'ajouter on va dire dans les trucs à investiguer, et un peu plus loin, juste ici on voit qu'il réapparaît ce fichier, puisque il est dans le pass. Et donc un point .sh dans le pass, ça peut être intéressant. Et en plus c'est un fichier qui est pas natif, SSH alert, il est pas natif sur le système Linux. Donc ça fait une double raison pour regarder ce qu'il y a dans ce fichier. On fait un cap tout simplement de ce fichier. alert.sh. Parfait, et on fait aussi un LL pour voir les droits de ce fichier qui est dans le pass, et on voit que on peut le lire et même le modifier puisqu'il appartient à notre compte, donc c'est cool. Donc là ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder s'il y a une référence à ce fichier dans la configuration du serveur. Donc je vais faire un grep-r de SSH alert, le nom du fichier, et voir s'il apparaît dans un des fichiers de configuration de /etc. J'enlève les erreurs plus de clarté. Et on voit qu'il apparaît sur pamd. Donc la petite anecdote aussi, pensez quand vous faites un brute force SSH, que même si dans le fichier de configuration SSH le brute force n'est pas bloqué, potentiellement c'est renvoyé, la configuration SSH renvoie sur PAM, et c'est au niveau de PAM que la brute force SSH est bloquée, ça m'est arrivé récemment en mission. Donc petit check, enfin petit tips à noter. Donc on voit que en fait quand on se connecte, ce fichier est exécuté à l'aide de PAM. Du coup on a tout intérêt à modifier, vu qu'on a les droits, modifier le fichier et mettre par exemple un reverse shell ou en tout cas une exécution de commande qui nous permettra d'élever nos privilèges. Donc je modifie le fichier, et là bon, je pourrais le faire pour de vrai, mais là si je mets n'importe quoi et que je me casse, je vais vite me rendre compte que file on disk has changed. File was modified, si tu continue saving it. What? Qu'est-ce qu'il raconte? Yes. Erreur. Operation not permitted. Donc là, il y a un truc qui va pas. Donc pareil, si on est une débutante, là on peut galérer un moment à chercher la bonne piste quand on a l'habitude. On pense vite. En général, quand on a un fichier sur lequel on a les droits d'écriture et pourtant on n'arrive pas à le modifier, le premier réflexe qu'on a, c'est utiliser lsattr. Alors lsattr c'est quoi? Ça va avec d'ailleurs la commande chattr, il y a chattr et lsattr. Déjà je vous montre à quoi ça ressemble et après j'explique. Donc là ça affiche les attributs en fait, et donc les commandes chattr et lsattr sous Linux et les attributs manipulés étaient à l'origine propres à la deuxième génération de l'EFS. Le XT pardon, donc l'Extended File System, donc en XT2, XT3, XT4, ce qui doit être le cas ici, si on fait un monte, on voit, je vais faire un grep parce que sinon on voit pas grand chose, grep XT, on voit qu'en effet c'est bien de XT sur slash et sur slash boot. Et donc sur ce système de fichiers, on peut utiliser ces attributs qui sont disponibles à travers le package E2FS progs pour info. Et donc depuis sa création, le support d'autres systèmes de fichiers a été ajouté, donc maintenant ces attributs existent aussi sur XFS, RiserFS, JFS. Et donc ces attributs, qu'est-ce qu'ils font? Il y a différentes choses. Mais là en fait, si on regarde dans notre cas précis, si je reviens sur le lsattr ici, on voit qu'il y a un A, et ce A ça veut dire que on peut simplement
ajouter à la fin du fichier, mais on peut pas modifier le fichier. C'est pour ça qu'il a fait une erreur bizarre nano. Et donc chattr, c'est une commande Linux. Au lieu d'afficher avec le ls attr, et ben on peut modifier avec chattr les attributs d'un fichier. Donc typiquement, si j'essaye de virer ce a avec un chattr-a et je remets le nom du fichier, et bien du coup je vire l'attribut et comme ça je peux le modifier. Mais on n'a pas les droits pour modifier cet attribut. Du coup, comment faire? En fait, on se prend la tête pour rien, puisque comme je l'ai dit, l'attribut A, c'est juste que ça, on a le droit d'ajouter à la fin du fichier .bar. D'ailleurs, si vous faites un man chattr, vous verrez que le fameux attribut A, ici, ça permet que d'ajouter à la fin. Et donc, il faut avoir l'attribut en question à cap Linux Immutable pour retirer cet attribut. Donc comme nous on l'a pas, on va pas pouvoir retirer cet attribut, mais on va pouvoir ajouter quelque chose à la fin du fichier, et ça nous suffit largement pour exécuter du code qui nous permettra de devenir root. Alors, dans un premier temps par contre, il faut regarder une chose, c'est est-ce que sur SHM j'ai les droits de SUID ou d'exécution. Là on voit que j'ai no dev et no SUID, mais j'ai bien l'exécution. Et du coup, on a peut-être intérêt à pas utiliser SHM parce que je vais pas pouvoir mettre un SUID là-dessus. Parce que là l'idée, enfin une des idées qui peut permettre rapidement d'élever ses droits, c'est de mettre un SUID sur bash. Comme ça après on peut devenir root. Comme on le fait souvent d'ailleurs sur les vidéos Hackside. Mais là du coup le fait d'avoir mis dans SHM c'était pas la bonne piste puisque il est durci. Si je regarde dans /tmp, pourquoi il me sert rien, pas de /tmp monté, slash, il est là, sur slash on n'a pas de no dev, no SUID, donc on va peut-être pas s'embêter, on va peut-être le faire là. Et sur TMP, du coup, il n'y a pas de TMP. Ok, donc TMP il est monté sur le slash, donc on peut utiliser /tmp comme endroit pour mettre le fichier. Donc ce que je vais faire un echo-e et je vais écrire cp bin bash dans /tmp. D'ailleurs, j'ai peut-être intérêt d'abord à faire un mkdir /tmp/.lisbeth pour être un peu plus discret, et puis pour pas embêter aussi les autres challengers sur Xbox, qui potentiellement, bon là la machine est ancienne donc il y a peu de chances d'avoir quelqu'un en même temps, mais sur une machine plus récente c'est une pratique plus propre d'utiliser un dossier pour ne pas les embêter sur le dossier courant. Donc maintenant que j'ai créé ce dossier, comme je l'ai dit, je vais faire echo-e et en gros je vais écrire à la fin du fichier bash de copier ce bin bash dans le répertoire que je viens de créer et on va faire un retour à la ligne et on va ajouter le setuid sur ce fichier bash, qui me permettra d'être autorisé de l'exécuter en tant que root, puisque alors déjà j'affiche pour valider que ça affiche bien sûr de ligne, on est bon. Et donc ça, je le mets dans le fichier à la fin, hein, je fais un double pipe, un double chevron, parce que sinon ça va remplacer, j'aurai pas les droits à cause de l'attribut A. USR local sbin ssh alert.sh, il n'y a pas de tac. Et donc, comme l'attribut me permet juste d'ajouter à la fin du fichier, et pourquoi j'ai rien?
Pourquoi j'ai rien? What the fuck? Tiens, j'arrive pas à comprendre ce qui va pas. Je vais ouvrir une autre connexion pour essayer de piger. Ok, là je vais sur... je vais faire un ll/tmp. J'ai bien le pour Lisbeth. tmp pour Lisbeth. Il est vide. Je reprends ma commande, echo, clac, clac, les deux lignes que j'ajoute à la fin. Ah, il y a peut-être un script qui tourne pour l'effacer tout l'X temps. Peut-être une connerie comme ça. Parce que là, l'idée, c'est que... Ah mais non, je suis bête, il faut que je me connecte pour le... Vu que c'est PAM en fait, la connexion en SSH qui fait que PAM va générer le code présent dans SSH Alert. Oui, mais ça c'est bien, mais il faut bien que le code il apparaisse dans SSH Alert. C'est ça qui va pas. Il y a peut-être effectivement un script qui tourne. Voilà, c'est bon. Il doit y avoir un script qui tourne de crontab pour éviter... Enfin, ça c'est pour la parallélisation des joueurs, pour éviter qu'une hackeuse modifie le truc et pendant ce temps-là, et qu'elle la salle pendant longtemps et que celle suivante et bénéficie de cette modification. Donc, faut vite se dépêcher avant que la tâche planifiée ne la kick. Donc je me casse, je me reconnecte en SSH, vu que c'est la connexion SSH qui va générer l'exécution de SSH Alert, et vu que maintenant elle a été exécutée avec ces deux lignes à la fin, on est censé avoir ici, parfait, on a bien bash qui a été copié dans le répertoire, il est là, et il a bien un set UID, et ben non, ça c'est emmerdant. Pourquoi il n'y a pas un set UID ? Pourquoi j'ai pas mon set UID? J'ai fait quoi comme commande? J'ai fait... Ah mais c'est Lisbeth... Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai créé un répertoire et du coup j'ai créé un fichier qui s'appelle avec le nom que le répertoire. Et c'est le drame, c'est le drame. Donc je vais faire un rm-rf.lisbeth. Comme ça c'est clean. Donc si j'affiche le fichier, est-ce qu'il est encore bon? Non, il a été rasé par la tâche planifiée, donc je refais mon écho. Voilà, là j'affiche, il est bon. Donc j'exécute le code en me connectant à SSH. Et donc là, si je liste, voilà c'est bon, j'ai bien un Lisbeth qui est une copie de bash et sur lequel il y a un set UID, c'est pour ça qu'il est en rouge. Et donc je vais pouvoir faire un temp Lisbeth-p pour obtenir les droits routes et pouvoir afficher le flag route indiquant qu'on a compromis complètement, intégralement cette machine Linux. Donc, si on se place d'un point de vue Blue Team, quels sont les quelques éléments qui auraient dû être corrigés, enfin, qui permettent de compromettre la machine? Bah, donc on a le template injection, donc ça c'est le code à modifier pour assainir et éviter qu'une entrée utilisateur soit interprétée comme un template. Donc ça c'était la première partie. Est-ce qu'on avait autre chose en amont? Non, ça c'était tout. Et donc après, une fois qu'on a récupéré l'accès sur le compte utilisateur du service, eh bien on a pu élever ses droits à cause
d'un fichier qui était modifiable par le compte de service et qui permettait, qui était exécuté par route à cause de la configuration PAM. Donc ça, il faut modifier les droits sur le fichier pour éviter que SSH Alert soit modifiable par le compte de service. Comme ça, il n'est pas possible d'élever ses droits, en tout cas avec cette méthode. Voilà pour ce mois-ci, n'hésitez pas à laisser des commentaires, d'ailleurs comme Sto le mois dernier qui m'a remonté le fait que je m'étais bourré en disant 2024, en disant pardon 2014 au lieu de 2024, alors que sur l'écran il y avait écrit 2024, hein, donc quand je dis une erreur, n'hésitez pas à me le remonter, hein, comme ça je corrige dans les commentaires que je me suis loupé. De manière générale, s'il y a un delta entre le son et l'image, c'est probablement qu'il y a un souci quelque part, de toute façon. Hein. Je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.